qu'on a réalisés. Alors c'est sur des sujets qui sont en partie nouveaux, mais pas que. L'empreinte, matière, c'est quelque chose de nouveau côté REC Nouvelle-Aquitaine. Il y avait eu des travaux déjà qui avaient été réalisés sur l'analyse des flux de matière à l'échelle régionale, mais pas forcément sur l'empreinte. Les travaux sur l'empreinte carbone, la REC Nouvelle-Aquitaine en avait déjà diffusé il y a quelques années. On souhaitait représenter en fait, nos travaux sur le sujet parce que la méthodologie a pas mal évolué depuis, notamment pour se caler avec, des évolutions méthodologiques majeures qui ont eu lieu, en 2021, à l'échelle nationale. Donc, voilà, on a réadapté la méthodologie, donc, Tina et Sonia vous l'expliqueront par la suite. Donc voilà, je m'arrête là, je passe la parole à Camille qui va vous indiquer un petit peu les règles de fonctionnement de ce webinaire et ensuite on pourra rentrer, dans la partie technique. Camille, c'est à toi. Bonjour à tous. Du coup, oui, pour suivre un peu ce que disait Raphaël, vu le nombre de participants de ce webinaire, on a fait le choix de demander la prise de questions uniquement par le chat, dont on vous répondra. Il y aura des temps de réponse adaptés. Voilà, durant le webinaire, on aura des temps dédiés. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au mieux et au maximum possible. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous avez les micros et caméras désactivés par avance, mais vous pouvez quand même poser vos questions. Et donc, l'enregistrement a démarré. Donc, je vous laisse les filles poursuivre. Alors, nous vous proposons de commencer ce webinaire par un point de définition et de mise en contexte des travaux. Ensuite, nous vous présenterons le détail de la méthodologie de calcul que nous avons utilisée avant d'aborder les résultats de ces calculs d'empreinte régionale que nous avons obtenus pour conclure sur les perspectives de ces travaux. Pour commencer, on va démarrer sur une partie de définition pour revoir ou voir à quoi correspondent ces notions d'empreinte appliquées au carbone et aux matières. Donc, pour commencer sur la définition de l'empreinte carbone, elle représente la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure du territoire, donc c'est-à-dire par les biens et les services qui sont consommés par ses habitants, que ces biens et services aient été produits sur le territoire ou importés. L'empreinte carbone, elle est donc constituée des émissions directes des ménages, liées par exemple à l'utilisation de la voiture, au chauffage. Elle est constituée également des émissions issues de la production sur le territoire des biens et services, donc hors exportation, et également des émissions qui sont associées à la production de biens et services importés. Et c'est notamment ce dernier point qui caractérise la notion d'empreinte, puisque en tenant compte de ces émissions associées aux importations, l'empreinte permet de mieux évaluer l'impact de notre consommation sur l'environnement, quelle que soit l'origine géographique des produits consommés. À, à titre de comparaison, donc on a rappelé ici les deux approches qui existent pour mesurer l'impact des activités humaines sur l'environnement, et notamment ici l'impact des émissions de gaz à effet de serre. On retrouve sur le bloc de droite l'approche empreinte et sur le bloc de gauche l'approche inventaire, donc qui fait référence notamment aux inventaires nationaux qui sont réalisés pour le suivi des politiques publiques nationales et pour les comparaisons internationales. Ce schéma, vous pouvez le retrouver dans la publication du CGDD sur les chiffres clés du climat France, Europe et Monde, édition 2021. Et donc là où il est intéressant et ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est qu'il permet donc de mettre en regard l'origine des émissions qui sont comptabilisées par chacune de ces deux approches. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un socle commun, donc sur le bas du schéma. Il s'agit des émissions de gaz à effet de serre direct des ménages en orange, donc qui sont comptabilisées dans les deux approches, de même que les émissions issues de la production intérieure hors exportation, qui est le bloc au-dessus du bloc orange en bleu. Ensuite, on l'a vu dans le cadre d'un calcul d'empreinte des émissions, elles sont complétées par les émissions associées aux importations, alors que dans l'inventaire, ce sont les émissions associées à la production de biens et services exportés qui sont comptabilisées. Pour chiffrer cette comparaison, vous avez donc des valeurs pour 2016 de l'empreinte carbone française qui s'élevait à 10 tonnes équivalent CO2 par habitant,
alors que pour l'inventaire, elle s'établissait à 6,6 tonnes par habitant en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. Cette différence, elle s'explique effectivement par le fait qu'en France, comme on importe plus de produits qu'on en exporte, notre empreinte carbone est supérieure à la valeur de l'inventaire national. Ce qu'il est également souligné dans cette publication, c'est donc que les émissions affectées aux importations représentaient 51 de l'empreinte carbone pour cette année-là et les émissions associées aux exportations représentaient 28 de l'inventaire. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui est calculé par le SDES, donc le service des données et des études statistiques pour le rapportage européen, et elle sert à l'évaluation des politiques publiques. Un autre point à noter, on parle de valeur en équivalent carbone, puisque donc l'empreinte carbone et l'inventaire national portent sur les trois principaux gaz à effet de serre, CO2, CH4 et protoxyde d'azote. Concernant l'empreinte matière, donc, nous sommes également intéressés au calcul de cette empreinte environnementale, qui, par définition, donc, correspond à la quantité de matière extraite sur le territoire et en dehors de celui-ci, encore une fois pour satisfaire les besoins de sa population, pour à la fois son alimentation, son logement, ses déplacements, ses activités, etc. Cette notion, elle est liée à la précédente, donc elle est liée à l'empreinte carbone puisque, pour faire simple, l'extraction et l'utilisation de matières premières génèrent des émissions de gaz à effet de serre et parallèlement, certains métaux sont indispensables au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Quelques points de contexte maintenant pour remettre en perspective nos travaux avec les objectifs nationaux. Donc sur le sujet de l'empreinte carbone, on peut s'appuyer sur la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette feuille de route porte notamment deux ambitions. Atteindre la neutralité carbone dès 2050, donc c'est-à-dire atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de carbone sur le territoire. Et d'autre part, réduire l'empreinte carbone des Français. Pour se référer à un objectif chiffré, on a dans la version de mars 2020, notamment de la SNBC, une citation du rapport sur les effets d'un réchauffement de 1,5 degré publié en octobre 2018 par le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui nous donnait la quantité cumulée de CO2 qu'il était encore possible d'émettre pour ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement en 2100 par rapport au niveau préindustriel. Donc on parle de budget CO2 uniquement, et ce budget carbone devait être compris entre 1,6 tonnes pour l'hypothèse basse et 2,8 tonnes pour l'hypothèse haute de CO2 par an et par habitant du monde entre aujourd'hui et 2100. Sachant que ce budget a été établi en tenant compte de l'évolution de la population mondiale d'ici 2100 et en respectant une répartition égalitaire entre les habitants du monde, donc de la quantité de CO2 qui resterait à émettre. Sur la question de l'empreinte matière, on peut se référer au plan ressources pour la France qui a été donc rédigé conformément à l'article 69 de la LTECV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il s'agit du plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité économique. Ce plan identifie des pistes d'action pour utiliser moins et mieux les ressources naturelles, en cohérence notamment avec l'article 74 de la LTECV, qui indique que la France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières et qu'à cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30% entre 2010 et 2030 du rapport entre son PIB et sa consommation intérieure de matière, sachant que dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matière par habitant. Donc on a un équivalent du GIEC sur le sujet des ressources. Il s'agit du GIER, le groupe international des experts sur les ressources, dont l'un des experts, justement, a proposé une cible pour fixer un niveau durable de consommation de matières premières au niveau mondial par habitant. Cette cible est comprise entre 3 et 6 tonnes de consommation de matières par habitant à l'horizon 2050. Et donc, c'est une consommation qui est exprimée en équivalent matières premières. C'est pour ça qu'on parle de l'indicateur RMC en lien avec l'empreinte matière.
Ces informations, vous pouvez cette fois-ci les retrouver dans la publication TEMA de mars 2017 du CGDD. Et donc, dans ce contexte national, nous avons en région calculé et analysé les empreintes environnementales à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour disposer des ordres de grandeur régionaux. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur une méthodologie qui va vous être présentée de suite et qui a été développée par notre homologue de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne et qui a été partagée donc auprès des autres régions, dont la Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion de formations auprès des membres du RAR, le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, dont la REC fait partie. Je laisse maintenant la parole à ma collègue pour vous expliquer donc plus en détail la méthodologie et puis ensuite on passera aux résultats des calculs. Oui, je te remercie Sonia. Donc, bonjour à tous. Donc, on va passer juste brièvement pour vous expliquer donc, la méthodologie qu'on a utilisée et la manière dont on a régionalisé l'emprunt. Alors, donc, juste pour revenir sur les principes, enfin, sur les bases de données qu'on a mobilisées, donc nous, on a utilisé du coup un MRIO, qui est un Multi-Regional Input-Output Model. Donc, le but d'un MRIO, ça va être de lier la demande d'un pays au commerce international et ce qui va permettre de retracer l'impact environnemental de la demande de la France dans les différents pays du monde. Donc, plus concrètement, un MRIO va mobiliser des tableaux entrées-sorties symétriques qui sont des tableaux de comptabilité nationale. Et ces tableaux entrées-sorties, ils permettent de réunir la production, les imports, les exports entre les différents pays. Et il va créer un lien entre la production de chaque pays et la demande finale de chaque pays. Donc ici, le MRIO qu'on a utilisé, du coup, c'est Exiobase. Exiobase, c'est donc une base de données qui modélise le commerce international et les intensités émettrices de chaque secteur et de chaque pays du monde. Donc c'est un des MRIO qui a du coup une des nomenclatures sectorielles et des extensions environnementales les plus détaillées. Et donc plus concrètement, il permet un calcul précis de l'empreinte pour 44 pays du monde. Donc, ces 44 pays du monde représentent 95% de l'économie mondiale. Et donc, ces 44 pays, donc c'est des pays pour lesquels on dispose des tableaux de comptabilité nationale. Donc, on a 44 pays et 5 grandes régions. Donc, ces 5 grandes régions, elles vont regrouper des pays pour lesquels, du coup, les données économiques détaillées ne vont pas être disponibles. Donc, ces 5 grandes régions, elles vont représenter 5% de l'économie mondiale. Voilà, et donc au niveau de la régionalisation, donc en fait, Exiobase, il ne permet pas de descendre en dessous de l'échelle nationale. Ça veut dire que l'on ne modélise pas le commerce interrégional, ni les industries, ni la demande finale des différentes régions. Donc en fait, avec Exiobase, on va calculer une empreinte française totale. Et cette empreinte française, elle va être régionalisée en s'appuyant sur différentes données de consommation régionale. Donc c'est les données qui figurent à droite. Donc, ces données, elles vont dépendre du type de demande finale de l'empreinte. Donc, pour rappel, donc on va avoir notre demande finale, elle est divisée en 4 catégories. Et donc, chaque catégorie, elle va être régionalisée avec un type de données spécifique. Pour la demande finale des ménages, on va utiliser les données régionales de l'enquête budget des familles de l'INSEE. Donc, pour les dernières années disponibles, c'est 2011 et 2017. Donc, cette enquête budget des familles, donc c'est une très grosse enquête, une enquête auprès d'environ 15 000 ménages pour étudier précisément le budget que les ménages consacrent à différents postes de consommation. Et donc, ces postes sont établis selon une nomenclature COICOP qui est assez fine parce qu'on va avoir un détail, par exemple, pour le beurre ou les pommes de terre ou le pain. Donc, c'est très détaillé. Donc, premier type de demande finale, des ménages avec le budget des familles. Deuxième type de demande finale, c'est la demande finale des services publics. Donc là, cette régionalisation, elle va se faire via l'utilisation de ratios. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va calculer l'empreinte française totale des services publics. Et dans un deuxième temps, on va appliquer à ce résultat d'empreinte totale un ratio sur la population régionale. Donc concrètement, ça veut dire que si on sait que la région étudiée, elle comprend X% de la population nationale, alors l'empreinte des services publics de la région, il va être égal à X% de l'empreinte totale des services publics nationaux.
Donc voilà, donc, deuxième type de demande finale régionalisée au moyen des données sur les populations régionales, qui sont aussi des données INSEE. Troisième type de demande finale, donc les investissements, formation brute de capital fixe. Ici, ces données elles vont être régionalisées avec des données de l'INSEE sur les valeurs ajoutées régionales. Et enfin, dernier type de demande finale, tout ce qui va être association, donc autre type de demande finale. Et donc là, c'est des données également régionalisées avec les données de population régionale de l'INSEE. Donc une fois qu'on a régionalisé les 4 types de demandes finales, on va ajouter les impacts directs des ménages. Donc pour définition, juste les impacts directs des ménages, ce sont les impacts qui ont lieu directement sur le territoire national. Donc ça va être les émissions liées au chauffage domestique, à l'eau chaude sanitaire ou aux appareils de cuisson pour le logement. Pour le transport, ça va être tout ce qui va être lié à la combustion de carburant des véhicules personnels. Voilà, et donc là sur le schéma, donc c'est un schéma qui est repris de l'OEB. Donc c'est chaque région, chaque observatoire en fait qui va ajouter ses propres émissions. Donc nous en l'occurrence en Nouvelle-Aquitaine, c'est nous qui avons ajouté in fine ces émissions, ces impacts directs, qui sont donc calculés à l'observatoire. Et donc voilà, donc in fine, donc toutes ces étapes permettent de calculer une empreinte environnementale régionalisée. Et donc, nous, en l'occurrence, d'un néo-aquitain. Voilà, donc là, l'idée, c'était de vous présenter donc les données qui ont été mobilisées pour le calcul de l'empreinte et la manière dont la méthodologie a été réalisée pour faire cette régionalisation. Alors, on va peut-être faire un temps d'échange s'il y a des questions qui étaient posées sur le Ouais. chat. Ouais, merci, merci Tina et Sonia pour cette présentation. On voit que c'est c'est une méthodologie qui est assez complexe. Alors, il y a une question dans le chat, c'était juste une demande pour redonner en fait le périmètre des matières prises en compte. C'était indiqué dans les premières slides, mais voilà, c'était juste un rappel sur le périmètre des matières. Donc pour l'empreinte matière, qu'est-ce qu'on a comptabilisé si je comprends la question comme ça, on va le voir après. Mais en tous les cas, on est sur des catégories qui sont les mêmes que celles suivies au niveau national. En fait, on va retrouver les catégories de matières biomasse, combustibles, minéraux, minerais. Et, et voilà, on vous présentera le détail dans les résultats après par la suite. Merci Sonia pour les précisions. Je regarde, alors il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Si, alors une question, voilà, quelques questions qui arrivent, mais c'est bien. C'est indiquer les limites de la méthodologie en termes d'empreintes prises en compte ou non, notamment avec la méthode de régionalisation. Une question alors qui est un peu liée aussi, c'est, en fait, c'est sur la spatialisation des données, donc c'est savoir si on peut descendre, également à l'échelle des EPCI. Heu, alors sur ça, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Ça vaut peut-être le coup de remettre la slide précédente où on montre justement les différentes sources prises sur la méthode de régionalisation. Oui, alors juste sur la deuxième question, donc sur le fait qu'on puisse descendre à une échelle plus fine. Donc en fait, donc déjà avec Exobase, on est au niveau national. Donc grâce à l'OEB, on a une méthode de régionalisation. On peut descendre à un niveau régional pour chacune des régions. Ensuite, donc ouais, effectivement, donc toute la réflexion, ça a été de savoir si c'est pertinent de territorialiser ces infos ou pas. Et est-ce que ça fait sens? En fait, il n'y a pas on ne va pas avoir de données très fines à l'échelle régionale pour avoir à l'échelle infra-régionale pour avoir des données de consommation sur ce que consomment par exemple les habitants. Donc, pour pouvoir faire ce travail de territorialisation, il faudrait des bases de données très locales sur la consommation d'un habitant. On peut avoir par exemple des budgets de famille qui sont un peu plus locaux. On va peut-être l'avoir sur une dizaine de PCI dans certaines grandes villes, mais qui ne sont pas forcément représentatifs d'un point de vue, on va dire caractéristique de l'ensemble des EPCI de la région.
Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est assez c'est partiel, c'est pas assez exhaustif pour faire des modèles de reproduction qu'on pourrait adapter du coup à tous les habitants d'un territoire. Et c'est donc juste parce qu'on n'a pas assez de données fines en fait à l'échelle des EPCI. Ouais, pour compléter, ce que tu dis, Tina, ce qu'on voit en fait là dans ce modèle, appliqué, c'est que la partie en bas à droite, l'impact direct des ménages, ça c'est quelque chose qui peut être territorialisé. Donc ça, il y a pas de il y a voilà, on dispose des données en fait pour le faire. Donc ça, c'est un impact qu'on peut vraiment, localiser. Sur la grosse question, ça va être de savoir, est-ce qu'on peut avoir des données de consommation spécifiques, à l'échelle d'un territoire? Et ça, a priori, c'est compliqué. Il faudra voir avec, avec des territoires s'ils sont capables de disposer de ce type d'informations. Donc c'est là, une des limites en fait, en termes de spatialisation ou de granulo, on va dire, spatial, ça va être de disposer des informations nécessaires. De la même manière, hein, on se repose, aussi sur des données de commerce international. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de données de commerce régional. On n'a pas, les imports-exports d'une région à une autre, sur l'ensemble des produits. On n'a pas les informations suffisamment fines. Donc, une des limites, ça va être de dire que plus on descend en résolution spatiale, plus les incertitudes et plus l'utilisation de données locales va être, limitée et donc plus on va avoir des incertitudes assez grandes en fait sur les résultats. Alors, dans les questions, il y avait des informations sur le dynamisme de la construction différent d'une région à l'autre. Le dynamisme de la construction différent d'une région à une autre est-il pris en compte? Alors je peux, moi, me permettre de donner peut-être des premiers éléments de réponse. Tina, Sonia, je vous laisserai peut-être compléter si besoin. Sur les caractéristiques, alors sur la construction, ou sur le logement en général, il y a pas mal de choses en fait qui vont jouer. Il y a aussi les typologies de logements, les répartitions, entre, enfin un exemple, mais c'est la répartition entre les logements collectifs ou les maisons individuelles. C'est pas la même sur l'ensemble du territoire national et les données, propres à la région Nouvelle-Aquitaine sont pas forcément celles de données moyennes nationales. Ça, c'est pris en compte et notamment dans la partie impact direct des ménages. C'est-à-dire qu'on prend bien en compte l'évolution de la construction, le nombre d'habitations, leur typologie, y compris dans les constructions, récentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est pris en compte sur ce poste-là. Voilà, enfin, Tina, Sonia, je vous laisse, compléter si besoin. Après, alors, je vois pas d'autres questions apparaître dans le chat, donc ce que je vous propose, c'est de continuer, et puis, de toute façon, il y aura d'autres temps d'échange, voilà, pour répondre aux questions éventuelles qui vont arriver. Donc Tina, à Yes, toi je encore. te remercie. Donc très bien, donc on va passer du coup à la partie résultats. On vous présente du coup dans un premier temps donc l'empreinte carbone d'un néo-aquitain, puis après on passera du coup à l'empreinte matière. Alors, on va commencer. Donc, en fait, donc sur le graphique, on présente du coup l'évolution de l'empreinte carbone d'un néo-aquitain par grand poste de consommation. Donc déjà, donc on peut voir que l'empreinte d'un néo-aquitain en 2011 est de 10,6 tonnes CO2 équivalent par habitant et elle passe à 9,6 tonnes CO2 équivalent en 2015 et en 2018. Pour rappel, en jaune et en pointillé, vous avez la cible que présentait Sonia avant, donc minimum de 1,6 et maximum de 2,8 tonnes CO2 équivalent par habitant, donc budget CO2 compatible avec un réchauffement à plus de 100 degrés, à plus de 2 degrés. Donc au niveau des postes de consommation qui figurent du coup à droite. Donc là, en fait, nous on a choisi en fait de rassembler l'ensemble des produits des nomenclatures COICUP dans des grands postes de consommation pour faciliter la lecture. Donc, comme je vous le disais avant, il y a un détail par produit qui est très fin, qui va jusqu'au beurre et au pain. Donc là, l'idée c'est de regrouper ça dans des grands postes de consommation qui permet en fait de faciliter clairement la lecture des résultats.
Donc, on va retrouver en fait en gris donc, un poste qui va être lié au déplacement, qui est le poste je me déplace. Donc, c'est tout ce qui va toucher au transport, carburant, lubrifiant, transport ferroviaire, aérien, de voyageurs, le métro, le bus, et puis tout ce qui va être plutôt lié aux véhicules personnels, donc l'achat, l'entretien, la réparation des véhicules des particuliers. Un poste je mange, donc alimentation, boisson. Un poste en rouge qui va être je me loge, donc c'est, tout ce qui va regrouper en fait, tous les aspects liés au logement, donc le gaz, l'électricité, l'eau, les produits et services pour l'entretien et la réparation, courante du logement, par exemple. En bleu clair, vous avez un poste qui est j'achète et je m'occupe. Donc ce poste, en fait, on va retrouver tout ce qui va toucher aux loisirs, au sport, à la culture, à l'habillement, mais aussi, tout ce qui va être équipement électronique, électroménager, biens, pour le jardin et la maison. Et enfin, un dernier poste en bleu foncé, qui est autres, et là, en fait, c'est tout ce qui va être, lié aux biens et aux services, comme par exemple la restauration, mais aussi tout ce qui va toucher à la communication, la santé et l'éducation. Voilà, donc détail de tout ce qui se trouve dans chacun des postes. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, les 3 postes prépondérants dans l'empreinte, carbone d'un néo-aquitain, ça va être les postes «je me déplace», donc en gris, auxquels on associe les émissions directes des ménages liées au transport des particuliers. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est, lié à la combustion des carburants sur le territoire, donc en gris assuré tout en haut. Donc en 2018, ce poste représente 33 de l'empreinte totale. Donc 1,8 pour le poste je me déplace et 1,4 tonnes CO2 équivalent pour, les émissions directes. Deuxième poste, prépondérant, ça va être toutes les émissions, enfin toute l'empreinte liée au poste je me loge, donc auquel on associe également les émissions directes des ménages, donc tout ce qui va être, chauffage, utilisation de chauffage, de cuisson, d'eau chaude sanitaire. Donc ici, ce poste représente 21 de l'empreinte en 2018, 15 pour le poste je me loge et 6 pour les émissions, directes. Et enfin, dernier gros poste de consommation, c'est tout ce qui va être, lié à l'achat, de biens, notamment loisirs, sport, culture dans le poste «J'achète et je m'occupe», qui représente du coup 20 de l'empreinte, en 2018. Donc à noter également du coup les émissions directes, donc comme je vous le précisais donc en assuré. Donc les émissions directes du logement et du transport, elles représentent à eux 2 20 de l'empreinte totale en 2018, donc un peu moins de 2 tonnes CO2 équivalent, du coup, pour l'année 2018. Donc 14 pour le transport, 6 pour le logement. Et enfin, donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance à la baisse entre 2011 et 2015, donc moins 9 de diminution entre les 2 dates, puis une stabilité entre 2015 et 2018, donc à 9,6 tonnes. Et donc on va retrouver des baisses importantes sur les postes, donc sur les postes «je me loge», donc moins 13 entre 2011 et 2015. On passe de 1,7 à 1,4 tonnes CO2 équivalent. Et une baisse importante également sur le poste «je me déplace», qui fait partie aussi des gros postes prépondérants. Donc moins 12 pardon, sur la même période, 2011-2015. Donc on passe de 2,1 tonnes CO2 équivalent à 1,7 tonnes CO2 équivalent, pour se stabiliser en fait sur la période 2015-2018. Voilà, donc je vais passer la parole à Raphaël qui va vous présenter en fait la comparaison avec l'évolution de l'empreinte carbone en France et puis, quelques facteurs explicatifs qui peuvent être à l'origine, des baisses. Pardon, merci Tina. J'étais en train en fait, de regarder, déjà d'essayer de répondre à certaines questions qui sont présentes sur le chat. Juste en précision, les données qui étaient présentées, juste avant, le total est bien le bon. On est bien sur 9,6. Si certains d'entre vous ont fait l'addition des différents postes, en fait, c'est pour des questions d'arrondi, mais on est bien, en fait, sur un contenu à 9,6 tonnes en 2015 et en 2018. Voilà. Alors, là, sur la slide, suivante, donc on a, regardé en fait, on a comparé les résultats qu'on a trouvés à l'échelle Nouvelle-Aquitaine avec les résultats, diffusés à l'échelle nationale. Alors pour information, les résultats diffusés à l'échelle nationale sont définitifs jusqu'en 2018.
les résultats des années suivantes, donc 2019, 2020, 2021, sont encore provisoires. Il s'agit encore d'estimations, parce que les données utilisées sont pas encore consolidées. Ce qui est intéressant dans cette évolution-là, et on va rentrer dans le détail un petit peu après, c'est que, l'empreinte régionale est assez comparable finalement à l'empreinte nationale, à la fois, sur les niveaux, d'empreinte, parce qu'on est grosso modo à 0,2-0,3 tonnes équivalent CO2 au-dessus de la moyenne nationale. Alors on est légèrement supérieur, mais, on va dire, on est quand même dans des résultats assez proches. On a aussi une évolution qui est comparable, alors ce qui était pas forcément évident en fait quand on comparait, juste les 3 années de l'empreinte régionale, mais quand on voit l'évolution annuelle en fait au niveau de l'empreinte nationale, on voit que, en réalité les résultats sont relativement comparables, donc aussi en termes d'évolution et on a aussi une répartition par poste alors qui est pas indiquée ici, parce que enfin voilà, pour pas alourdir le graphique, mais une répartition par poste qui est aussi assez proche, finalement, même si on peut avoir, certains postes qui peuvent être un petit peu différents, sur tout ce qui est, émissions directes notamment ou, sur le logement, on en parlait tout à l'heure. On a une structure de logement, on va dire, qui est, avec un peu plus de maisons individuelles, par exemple au niveau Nouvelle-Aquitaine, mais on a en réalité une répartition par poste qui est quand même aussi assez proche de l'empreinte nationale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, enfin vous l'avez vu, hein, on a une baisse assez, marquée en fait entre 2011 et 2015, au niveau de l'empreinte, alors qu'on a une stabilisation entre 2015 et 2018. Donc une baisse de 1 tonne, au niveau régional. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, baisse d'1 tonne en équivalent CO2. Alors juste en préambule, dire que c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, parce qu'il faut pas oublier qu'on a des objectifs qui sont entre 1,6 et 2,8 tonnes équivalent CO2. Donc, cette baisse-là, elle est marquée, mais pour autant, elle est pas du tout suffisante, compte tenu des enjeux. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Alors, il y a, pour information, c'est une question aussi qui a été notée dans le chat. C'est, une idée du nombre de postes, en fait, qui ont été pris en compte, dans sur les calculs d'émissions. Grosso modo, on a en tout à peu près 90 postes, en fait, d'émissions qui sont identifiés. Sur les 90 postes, en réalité, quand on en regarde, en gros une douzaine, on a quasiment 85 de l'évolution de l'empreinte entre 2011 et 2015 qui concerne ces 12 postes. Donc on a, l'évolution est vraiment concentrée sur quelques postes et derrière, sur ces postes-là, en fait, quand on essaye de regarder d'où ça vient, on voit qu'on a différents facteurs, en fait, qui jouent sur plusieurs postes à la fois et qui expliquent voilà, quasiment la totalité, enfin qui expliquent en grande partie ces 85 de baisse. Donc c'est 0,85 tonnes équivalent CO2 de baisse entre 2011 et 2015. Le premier à avoir en tête, c'est un facteur qui est exogène, on va dire, à la région Nouvelle-Aquitaine, enfin en grande partie exogène, c'est tout ce qui va concerner l'évolution du mix énergétique. Dans le mix énergétique, on va parler du mix de production d'électricité. Concrètement, entre 2011 et 2015, le recours aux centrales de production utilisant des énergies fossiles, essentiellement charbon, un peu pétrole, mais surtout charbon, a fortement diminué. Alors, il n'a pas disparu, mais il a fortement diminué. Donc, le contenu CO2, on va dire, de l'électricité utilisée a fortement baissé entre 2011 et 2015. Donc ça a eu un impact en fait sur tous les postes derrière de consommation qui pouvaient aussi consommer de l'électricité. Donc ça, c'est le 1er point. L'évolution dans la production d'électricité, c'est, de mémoire, je crois que c'est, 0,18 tonnes équivalent CO2 de baisse. Donc c'est vraiment le facteur majeur, on va dire. Un autre point qui explique aussi, l'évolution en termes de mix énergétique, c'est tout ce qui est consommation des logements. Concrètement, on a en fait une évolution dans le mix de consommation des logements sur la région Nouvelle-Aquitaine avec une baisse sensible des produits carbonés.
de chauffage au fioul, typiquement, et le recours à d'autres formes d'énergie, dont l'électricité, et avec donc c'est en lien aussi avec ce que je viens de dire, c'est un recours plus important à l'électricité qui a une énergie, on va dire, moins carbonée que l'utilisation de ressources fossiles. D'autres facteurs en fait qui expliquent, cette baisse, ça va concerner alors tout ce qui est transport. Alors là, c'est assez vaste. Il y a d'une part tout ce qui est alors évolution des trafics. Ce qui est marqué ici, c'est plutôt évolution des trafics et des consommations, et attention, ça concerne pas particulièrement le transport routier, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais les évolutions les plus marquées, ça concerne le transport maritime, ferroviaire et aérien. Concrètement, entre 2011 et 2015, le transport aérien est resté relativement stable, et on a eu une baisse des émissions dues au transport ferroviaire et dues au transport maritime. Et cette baisse-là, en fait, du coup, se retrouve sur le poste transport entre 2011 et 2015. Pour information, entre 2015 et 2018, le constat est un petit peu différent. On a une stabilité dans les émissions du ferroviaire, et du maritime, et une augmentation dans l'aérien, mais qui ne compense pas, on va dire, la baisse qu'on avait constatée entre 2011 et 2015. Un autre point qui est assez important, et qu'il faut prendre en compte, c'est, la baisse, de l'importation de produits pétroliers en France. Donc ça, c'est à l'échelle nationale, à la fois pétrole brut et produits raffinés. Une légère augmentation sur les produits raffinés, mais en réalité qui ne compense pas la baisse sur le pétrole brut, et l'augmentation de l'utilisation du recours aux biocarburants. Concrètement, l'utilisation de produits pétroliers, là, dans le secteur, dans le transport routier, a été moins émissif en CO2 du fait de l'augmentation, d'un taux d'incorporation de biocarburants plus important, et une augmentation de ce taux entre 2011 et 2015. Encore un poste donc qui concerne le logement, c'est tout ce qui est, service et entretien des logements. Alors là-dedans, il y a pas mal de choses. Le facteur, on va dire, le plus marquant, il nous semble, même si on n'a pas trouvé, 100 des explications en fait sur ce poste-là, c'est, notamment tout ce qui est, évolution autour des chantiers, et on pense que tout ce qui est, travaux de rénovation en fait, sont peut-être moins consommateurs en énergie carbonée et moins émetteurs, en 2015 par rapport à 2011. Et enfin, un dernier facteur qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution de la consommation de viande, en France, et alors là, derrière, c'est, essentiellement consommation de viande bovine. En fait, on a une baisse, assez continue de la consommation de viande bovine, donc en France. Alors là, on a aussi pris les profils de consommation spécifiques à la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça, ça explique aussi, la baisse constatée entre 2011 et 2015. On la retrouve pas entre 2015 et 2018, simplement parce que la consommation de viande, alors pour une raison qui nous échappe, est remontée en France en 2018 par rapport aux années précédentes. Donc on a un petit pic en 2018 qui fait qu'on retrouve le niveau de 2015. Mais on a une baisse en fait des émissions liées à la consommation de viande entre 2011 et 2015. Donc voilà, l'ensemble de ces facteurs, donc qui sont à la fois, facteurs exogènes, à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est des facteurs vraiment nationaux, mais qui vont aussi impacter, qui sont aussi liés à la consommation spécifique, de Nouvelle-Aquitaine, hein, quand on parle de consommation des logements, quand on parle de consommation de viande. Quand on parle aussi de certains postes sur les transports, voilà. On a un mix en fait à la fois entre des facteurs exogènes à la région et des facteurs plus spécifiques au profil de consommation de la région. Voilà, ouais, Tina, je te repasse la main. Ouais, je te remercie. Oui, donc du coup, on vous représente du coup, une dernière slide du coup sur l'évolution de l'empreinte carbone, mais cette fois-ci par origine géographique des impacts. Donc on retrouve toujours notre empreinte, 10,6 tonnes CO2 équivalent en 2011 et on passe à 9,6 en 2015 et en 2018. Donc les émissions directes, transport et logement figurent en assuré, donc sur le graphique, donc 2 tonnes CO2 en 2018, qui représente du coup 20 de l'empreinte totale. Donc on observe une petite diminution entre 2011 et 2015, donc on passe de 2,1 à 2 tonnes CO2 équivalent. Ensuite, on peut voir du coup les émissions qui ont lieu directement sur le territoire national, donc en bleu, hors émissions directes.
On était à 3,5 en 2011, on passe à 3,1 en 2015 et en 2018. Donc il y a une diminution d'environ 11% entre la première période. Et en 2018, les émissions, elles représentent 32% de l'empreinte d'un néo-aquitain. Donc les émissions qui ont lieu directement en fait sur le territoire national. Et enfin, du coup, ce bloc jaune, qui sont du coup les émissions qui proviennent de l'étranger. Donc, on était à 5 tonnes CO2 équivalent en 2011, on passe à 4,4 et on remonte à 4,5 en 2018. Donc, on a à nouveau une diminution d'environ 11% en fait sur la première période et sur la première période 2011-2015. Et donc, ce bloc étranger, il représente en 2018 47% de l'empreinte totale, donc c'est 4,5 tonnes CO2 équivalent. Donc ça veut dire qu'en fait, l'empreinte d'un néo-aquitain en 2018, il provient pour 47% d'émissions d'origine étrangère, donc un peu moins de la moitié de l'empreinte totale d'un néo-aquitain, donc qui provient de l'étranger. Donc on a fini du coup sa première présentation du coup sur l'empreinte carbone d'un néo-aquitain. S'il y a des questions dans le chat, on peut y répondre et sinon on présentera après du coup l'empreinte matière. Ouais, alors quelques questions dans le chat. Alors il y en a qui ont été, on a répondu au fil de l'eau. Alors il y a une question peut-être qui, je ne sais pas si la réponse a été donnée ensuite. C'est sur la répartition par poste de consommation. C'était donc la première slide, je propose peut-être de la remettre. Voilà, celle-là. Il y avait une demande en fait de clarification sur tout ce qui était zone assurée, non assurée, ce qui était marqué émission directe. Et le reste des postes, donc c'est sur je me déplace et émission directe des ménages liés au transport, et je me loge et émission directe des ménages liés au logement. Donc là, je ne Ouais. sais pas si Tina, tu veux répondre. Oui, du coup, tu pourras compléter si mais du coup, donc effectivement, donc en fait, donc comme je vous l'avais expliqué, on calcule l'empreinte en fait pour les différents donc l'empreinte, régionale pour les différents, produits, de consommation. Et donc, ces différents, les grands postes, les 5 grands postes de consommation qu'on a ici, donc tout ce qui n'est pas assuré, je me déplace, je mange, je me loge, j'achète et je m'occupe et autres, c'est du coup le regroupement de l'empreinte, telle qu'elle a été calculée, donc via Exobase. Et en fait, la partie, où nous, on rajoute des émissions, les émissions directes des ménages, donc tout ce qui va être assuré. Donc il y a une partie assurée en gris qui sont les émissions directes des ménages liées au transport des particuliers. C'est, des émissions qui ont lieu directement sur le territoire national par la combustion des carburants des véhicules, personnels, donc des ménages, et c'est des données qui sont calculées directement à l'observatoire. Et sur la partie logement, donc ça va être tout ce qui va être assuré en rouge. Donc c'est les émissions qui ont donc lieu directement sur le territoire national et qui sont liées à la combustion, des appareils de chauffage, des appareils de cuisson, de l'eau chaude sanitaire, sur la partie logement. Et donc ces données, elles sont calculées directement à l'observatoire. C'est bien les impacts directs des ménages que j'avais présentés du coup dans la méthodologie, qui sont ajoutés en fait in fine, calculés à l'observatoire, ajoutés in fine, et donc qui sont bien, des données, très locales, quoi. Je ne sais pas si ça répond, bien ou pas. Non, non, bah, j'ai pas forcément d'éléments à rajouter. J'espère que ça répond à la question. Il y avait il y avait des demandes de clarification aussi. Alors c'est pareil, je ne sais pas si ça a été répondu, dans enfin si la réponse a été suffisante, dans la présentation, sur le côté, dynamisme de la construction, sur la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à la moyenne, nationale. Est-ce que ça peut expliquer certaines évolutions? Donc là, je me permets juste de repréciser en fait, sur le dynamisme de la construction, une fois que les logements sont construits, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de logements. Ça, c'est quelque chose qui va être pris en compte notamment dans tout ce qui est émissions directes des ménages.
puisque c'est l'ensemble des logements qui sont pris en compte, donc l'ensemble des logements habités. Sur le dynamisme de la construction et les émissions qui peuvent être liées aux travaux de construction, là, c'est bien pris en compte en fait dans les postes Je me loge et c'est lié à la consommation liée à la fabrication des logements. Voilà. Enfin, Tina, je te laisse, peut-être compléter si besoin ou si tu penses que j'ai dit, peut-être une bêtise ou une approximation. Non, ça me paraît bien. Donc voilà, il y avait des questions là-dessus. Juste pour information, en fait, sur le contenu détaillé des postes, parce qu'il y a une demande de précision aussi. Je disais, il y a un peu plus de 90 postes de consommation, donc on ne peut pas vous donner la liste, ici, hein, qui sont pris en compte derrière. La nomenclature, c'est une nomenclature qui s'appelle COICOP, COICOP. Voilà, qui est disponible. Alors, on va voir, en fait, s'il y a une liste, en fait, de postes qui peut être disponible. Si c'est le cas, on mettra en fait le lien dans le chat. Voilà, si vous voulez aller retrouver cette nomenclature, voilà, cette nomenclature par ailleurs. Et en tous les cas, je me permets de compléter, Raphaël, dans les publications qui vont être diffusées à la suite du webinaire, on a en annexe prévu des précisions pour avoir un niveau de détail un peu plus fin que ce qui est présenté là sur les graphes sous forme de regroupement de catégories pour que ce soit aussi plus pédagogiquement parlant de présenter les résultats sous forme synthétique, mais on a détaillé la nomenclature en annexe de ces publications à venir. On vous en reparlera tout à l'heure. Alors, une question aussi, alors ça, c'est un point qu'on a déjà évoqué, donc on va y revenir juste rapidement, sur les marges d'erreur, les incertitudes des estimations entre les empreintes locales et celles liées, et celles liées à l'étranger. Alors, c'est un point qu'on a évoqué, en fait, quand on parlait de la méthodo. Ça vient, en fait, des sources de données utilisées notamment. Il y a, enfin, voilà, certaines limites à prendre en compte. Notamment sur tout ce qui est, échange, on se base en fait sur des données de consommation, régionales, enfin des données de consommation régionalisées, mais par contre les profils par type de consommation, ça, c'est basé sur des éléments de comptabilité nationale et internationale. On n'a pas d'éléments de contenu carbone, on va dire, par profil de consommation régionale, parce qu'on n'a pas suffisamment de détails sur les échanges, notamment, entre la région Nouvelle-Aquitaine et le reste du monde, on va dire. Donc on a certaines sources de données qui sont uniquement nationales, des sources de données qui sont, régionales et ensuite des informations qui peuvent être un peu plus spécifiques, alors à l'échelle régionale ou qui pourraient être plus spécifiques à l'échelle locale. Heu, alors dans les questions, il y en a plusieurs, donc je suis désolé, je le fais, en même temps, voilà, un peu en temps réel. Je regarde. Il y avait une question sur, diminution de 11 des émissions carbone importées entre 2011 et 2015. Là, ça reprend, on va dire, l'évolution des différents postes, en fait, dont on a parlé tout à l'heure. Sur la partie carbone importée, encore une fois, les explications en fait qu'on a données tout à l'heure, touchent, paradoxalement un petit peu tous les postes de consommation. On n'a pas forcément que des données territoriales, on a aussi des émissions, potentiellement importées. Je donne un exemple, quand on parlait du trafic, maritime, enfin ou des émissions maritimes, ça va pas forcément concerner uniquement que les émissions, nationales, ça va aussi concerner les émissions internationales. Donc il y a certains en fait postes, enfin facteurs explicatifs qui vont se retrouver et qui vont expliquer aussi en partie, à la fois les émissions, du territoire national et les émissions importées. La distinction est pas si évidente. Voilà. Ensuite, alors, différence entre je me déplace et missions liées au transport des particuliers, ça je pense que ça a été vu. L'enjeu du tourisme, consommation des touristes, transport, alimentation, chauffage et qui est pris en compte dans la méthodo. Alors ça, je peux commencer à y répondre en partie et puis, Tina, Sonia, je vous laisserai compléter si besoin. Les émissions, par exemple, liées à tout ce qui est transport et chauffage, c'est bien pris en compte dans la méthodologie parce que c'est pris en compte directement dans les émissions directes.
Là, c'est marqué émissions directes des ménages, mais c'est bien émissions directes du territoire liées au logement et liées au déplacement. C'est-à-dire que dans ces émissions-là, on prend bien en compte l'ensemble des véhicules qui circulent et pas uniquement les véhicules des habitants de Nouvelle-Aquitaine. Il y a bien également en fait les véhicules, voilà, les touristes en fait qui sont pris en compte. Pareil sur les consommations d'énergie, on prend les consommations liées au chauffage de l'ensemble d'un territoire. Enfin chauffage, et pas que, hein, chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire, climatisation, et cetera. Et donc les émissions, aussi des personnes, non résidentes, on va dire, sont également prises en compte. Voilà, je ne sais pas si, enfin, Tina ou Sonia, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ça? Ouais, non, tout à fait. Après, par contre, sur, les 5 autres postes qui ne sont pas, du coup, les émissions directes, j'aurais plutôt, du coup, tendance à dire que ça ne va pas être pris en compte, du coup, sur ces postes-là. Puisqu'on mobilise, donc sur ces 5 autres postes, donc les données pour régionaliser, l'empreinte sont les données des budgets des familles qui sont, du coup, qui, du coup, ne vont pas prendre en compte, la population touristique et les données sur les populations régionales, de même la population, touristique ne sera pas du coup prise en compte et de même sur les investissements, des entreprises. Donc, en partie oui, du coup sur toute la partie émissions directes, transport et logement. Ouais, alors pour compléter, parce qu'il y a un nouveau commentaire, donc c'est, les émissions, des déplacements des touristes sont bien prises en compte. Voilà, c'est on prend en compte l'ensemble des déplacements de véhicules particuliers, voilà, sur Oui, le territoire. oui. Donc voilà, une question aussi sur la possibilité de faire une empreinte carbone saisonnalisée, donc la détailler dans le temps. Alors Tina et Sonia, je vous laisserai compléter si besoin, mais là, je vais me permettre de répondre. L'exercice qu'on voit, en fait, c'est il y a déjà un certain nombre de limites, à faire une empreinte, annuelle. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'empreinte saisonnalisée. Il n'y a pas forcément j'ai pas connaissance de travaux, on va dire, sur une décomposition, infra-annuelle, on va dire, dans le temps, de l'empreinte et c'est pas forcément un exercice que j'aurais tendance à préconiser, parce que là, pour arriver à trouver des données de consommation, par exemple, saisonnières, avec un niveau de détail suffisant, je ne pense pas que les données existent. Voilà. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des mains levées par contre, c'était juste pour, préciser aussi pour les personnes qui ont levé la main, les inviter à plutôt, poser leurs questions en commentaire dans le chat. Ce sera, voilà, ce sera plus pratique en fait par ce biais-là. Mais je vois voilà que certaines personnes avec la main levée ont également posé des questions dans le chat, donc j'imagine que c'est peut-être juste une main qui est restée, heu, qui est restée levée. Voilà, alors attendez, je regarde, Rappel, je vois par rapport au timing, pardon, je suis un peu maîtresse du temps, mais ouais, peut-être passer sur l'empreinte matière et ouais, ensuite on pourra très bien, répondre à l'ensemble des questions qui s'ajoutent sur le chat. Parce que je pense qu'en plus avec l'empreinte matière, il va y avoir d'autres questions couplées qui vont ouais, arriver. Donc, ça marche. Allez, Sonia, à toi. Donc, je vais passer maintenant aux résultats d'analyse de l'empreinte matière d'un néo-aquitain. Donc, en fait, les analyses sont les mêmes que pour l'empreinte carbone. Donc, vous allez retrouver une similarité dans les représentations graphiques qu'on va vous présenter. Ici, vous avez donc à nouveau une représentation de l'empreinte totale régionale, donc en tonnes par habitant sur l'axe des ordonnées et son évolution sur les 3 années 2011, 2015 et 2018 en axe des abscisses. Vous retrouvez les 5 grands postes de consommation, que l'on a définis en légende sur la droite. Donc en gris, vous retrouvez, les biens et services consommés pour les déplacements, en vert pour l'alimentation, en rouge pour le logement, en bleu clair pour les achats divers et d'occupation et le reste en bleu foncé. Nous avons également fait, figurer les cibles, donc évoquées en introduction, comprises entre 3 et 6 tonnes par habitant par an. Pour ce qui concerne les valeurs, de l'empreinte matière totale, en 2011, l'empreinte matière d'un néo-aquitain a été estimée à 17,2 tonnes par habitant. En 2015, elle s'élevait à 14,2 tonnes par habitant et en 2018,
on était à 14,4 tonnes par néo-aquitain. Quelle que soit l'année, les postes qui représentent la part la plus importante dans cette empreinte totale, ce sont donc le poste bleu clair, j'achète et je m'occupe, qui par exemple en 2018 représente 29 de l'empreinte matière. En vert et en rouge, je mange et je me loge, qui représentent chacun 23 de l'empreinte totale en 2018. Et enfin, vous avez donc les postes je me déplace et autres, qui concernent chacun 12 de l'empreinte totale en 2018. Pour la tendance, là encore, on observe une baisse entre 2011 et 2015, puis une relative stagnation entre 2015 et 2018. Pour expliquer cette tendance, on a, comme pour l'empreinte carbone, identifié des catégories de biens et services. Donc ici, on en avait 7 qui représentaient 67 de l'empreinte en 2011 et qui étaient à l'origine de 90 de la baisse entre 2011 et 2015. On retrouve, les facteurs explicatifs, des facteurs explicatifs communs avec, ceux qui expliquaient l'évolution de l'empreinte carbone. On les a identifiés, par, un pictogramme sur la gauche. Donc ce sont ceux relatifs à la fourniture, d'eau et services liés au logement, les produits alimentaires, donc viande, huile et graisse, pain, céréales, légumes et cetera. Les produits pétroliers, biocarburants, le mix énergétique et puis on en a d'autres liés au marché de l'automobile, aux, produits consommés pour, les activités de sport, loisirs, culture et d'habillement et en lien avec, l'ameublement et l'équipement de la maison. Donc encore une fois, on retrouve aussi les facteurs exogènes au territoire néo-aquitain, qui ont été évoqués précédemment. Je ne reviens pas sur, les explications, ce sont, les mêmes finalement que pour, l'empreinte carbone. Un des intérêts de l'outil de calcul qui a été développé par, l'OEB, c'est de pouvoir donc détailler l'empreinte totale par catégorie de matière. On a commencé à l'évoquer en début de réunion. On a repris ici donc en fait l'analyse précédente en déclinant l'empreinte matière totale en 9 catégories de matière que vous retrouvez, en légende à droite. Donc elles sont classées dans la légende par ordre d'importance en fonction de leur part dans l'empreinte totale. On retrouve donc en gris les minéraux non métalliques qui représentaient 40 de l'empreinte matière totale en 2018. Donc il va s'agir essentiellement des matériaux de construction inertes, sable, argile, kaolin, calcaire, etc. En marron, vous avez 15 de l'empreinte matière totale en 2018 qui était due aux cultures primaires, donc cultures primaires de fruits, de légumes, de céréales. En noir, c'est 13 qui étaient dus aux combustibles fossiles. En vert clair, 11 liés à, une catégorie qui est, dénommée pâturage, puisqu'en fait, on va retrouver l'herbe pâturée dans l'empreinte du produit viande, par exemple. En jaune, c'est donc 7 qui est lié aux résidus de culture, comme la paille. En rouge, 7 qui est lié aux minerais métalliques, donc cuivre, or, zinc, argent, uranium, aluminium, etc. En vert foncé, 5 qui est dû à l'exploitation de la forêt. En orange, 2 qui sont dus aux cultures fourragères, donc betteraves, choux, maïs, etc. et 0,2 pour la pêche. Sachant que, heu, pour faire le parallèle avec des catégories qui sont utilisées par ailleurs, là, vous voyez que, on a donc minéraux non métalliques, combustibles fossiles, minerais métalliques et le reste sont relatives à, une catégorie, globale de biomasse. À titre comparatif, on vous a, fait figurer ici l'évolution de l'empreinte matière de la France par principale catégorie. Ce graphique, vous pouvez le retrouver donc sur la publication du SDES, le Data Lab 2021 sur les indicateurs clés pour le suivi de l'économie circulaire. On retrouve donc l'évolution des catégories de matières. En orange, ce sont les combustibles fossiles. En jaune, les minéraux non métalliques. En gris, les minerais métalliques et en vert, donc la biomasse. Et vous avez sur ce graphique une courbe pointillée qui représente l'évolution de l'empreinte matière nationale et une courbe en trait plein qui représente la DMC, c'est-à-dire la consommation apparente de matière. Ce que nous montre ce graphique, c'est également une tendance à la baisse de l'empreinte entre 2011 et 2015
et donc celle-ci s'élevait en 2018 à 13,9 tonnes par habitant. Autre observation, quand on compare donc les 2 courbes, empreinte matière et DMC, on peut faire le parallèle avec, l'inventaire et l'empreinte carbone puisque donc comme la France importe davantage qu'elle n'exporte, sa consommation apparente de matières premières par habitant, la DMC, est inférieure là encore à son empreinte matière par habitant, qui est donc la RMC. Et dernière analyse, comme pour l'empreinte carbone, nous avons détaillé la part des impacts qui a eu lieu à l'étranger, donc les impacts importés en jaune et ceux qui ont été générés en France en bleu. En 2018, on peut noter donc que la part des impacts à l'étranger représentait 59 de l'empreinte matière totale et on a par ailleurs identifié, mais qui ne sont pas représentés ici, juste pour information, les produits pour lesquels cette part de l'impact à l'étranger était supérieure à 90 en 2018. Donc en fait, ça va être la consommation des biens et des services pour, l'habillement, habillement, chaussures. Donc pour ce produit-là, par exemple, 91 des impacts ont eu lieu à l'étranger en 2018. Ensuite, on a, carburant et lubrifiant, tout ce qui va être lié au transport, par train, métro, tramway, bus, taxi, la consommation de biens et services, liés au sport et culture et transport combiné de voyageurs. Voilà, pour, quelques exemples de produits pour lesquels la part de l'impact à l'étranger est, assez conséquente puisqu'elle est supérieure à 90 de l'empreinte de chacun de ces produits-là. Je pense qu'on va passer au dernier temps de réponse aux questions. Oui, alors j'étais en train de répondre aussi en partie sur les questions qui étaient posées dans le chat, où il y avait alors je l'indique juste, hein, mais il y avait des informations sur les données qu'on met en ligne, sur notre plateforme Terhistory, notamment sur alors là, on retourne sur la partie carbone, en fait, émissions de GES. On est bien d'accord que sur Terhistory, les données qui sont diffusées sont des données d'émissions territoriales, qui sont utilisés dans l'ensemble des documents de politique publique, hein, du territoire. Et là, on vous présente justement des données d'empreinte, donc pour prendre en compte justement les émissions importées liées à la consommation. Voilà, donc c'est bien sur des approches différentes. Un 2e point qui était indiqué, c'était une demande d'information sur un détail d'empreinte par sexe, par exemple. Donc ça, c'est pas des informations qu'on a, calculées, mais il y a en fait des travaux, qui existent, alors qui sont pas sur la même méthodo, mais qui essayent de montrer les différences d'empreintes qu'on peut avoir par sexe ou par catégorie de revenus notamment, par tranche de revenus. Alors ça s'est fait à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, où on montre justement que voilà, les 10 les plus riches représentent, heu, une empreinte moyenne de temps et cetera. Donc là, je vous invite plutôt à regarder en fait les publications, à une échelle nationale ou internationale pour avoir une idée justement des différentiels. Des questions sur le champ forêt, en catégorie de matière. Est-ce qu'il inclut la déforestation? Alors, quand on regarde le détail de l'empreinte par matière, ce qu'on va regarder, ça va être, ce qui va être extrait de matière pour, pouvoir fabriquer les produits qui vont être ensuite consommés par, l'habitant du territoire. Donc est-ce que ça inclut la déforestation? Possiblement si, au niveau, des produits consommés, Mmh, on prend en compte, ce qui va être, enfin ça va être en lien, certainement avec les flux, la part des flux importés. mmh. Après, de manière, certaine, il faudrait voilà, on n'est pas c'est pas quelque chose qui est identifié en tout cas, nous dans nos données. OK, alors je me permets de continuer parce que, voilà, je vois que, l'heure tourne. Il y avait une question sur le modèle, ex-biobase, en fait, qui est utilisé. Est-ce qu'il inclut aussi l'outre-mer? Alors là, ça, c'est une très bonne question. J'avoue que j'ai pas la réponse. Je sais pas si on l'a même directement. Au pire, c'est peut-être un Je suis pas sûre à 100, donc c'est peut-être un retour que je mmh, vérifierai et peut-être un retour, par mail. ouais, très bien. Très bien et des infos aussi sur la disponibilité des supports.
Donc les supports seront mis en ligne, là très rapidement, hein, suite à ce webinaire, sur notre site internet et voilà, on diffusera en fait l'information, mais voilà, ils seront mis en ligne, là dans le courant de la semaine, on va dire, ou dans le début de la semaine. Oui, mais du coup, juste pour compléter, donc c'est sur la partie perspective, donc peut-être que ça répondra à d'autres questions sur le chat. Pardon? Non, mais pas de souci, pas de souci. Mais du coup, effectivement, donc là, la disponibilité des supports donc qui seront donc disponibles sur le site de la REC. On a également fait du coup des notes en fait, donc une note relative à l'empreinte carbone et une note relative à l'empreinte matière, qui seront disponibles à la suite de ce webinaire sur sur notre médiathèque. Et donc, c'est là où Sonia, en fait, vous expliquait que sur ces notes, en fait, on a fait un détail des grands postes de consommation et des produits qu'il y avait, en fait, à l'intérieur de ces grands postes pour que ce soit un peu plus parlant, en fait. Donc, ces notes seront disponibles, du coup, sur sur la médiathèque et nous sommes, du coup, en train de créer des pages sur les sites de data visualisation à la fois de l'ORDEC, donc sur la partie empreinte matière et sur la data vis du coup de l'OREGE pour l'empreinte carbone. Donc avec plusieurs systèmes, hein, avec de cases à cocher, de filtres disponibles en data visualisation. Mais du coup, ça c'est un travaux en cours et ça sera disponible peut-être à la fin de l'année. Un travail en cours. Oui, voilà, du coup, c'était juste pour sur la partie disponibilité des résultats, mais on peut repasser aux réponses au chat, hein, pardon. Non, non, mais très bien. Mais écoute, sur les réponses au chat, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. J'espère pas avoir oublié de questions. Bah, écoute, Camille, je te propose peut-être de terminer. Ça marche. Du coup, je vais conclure juste en vous donnant rendez-vous à notre prochain webinaire donc, qui sera spécifique à la data visualisation, comme nos précédents webinaires, qui aura lieu du coup le 17 octobre. Donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée plus pour vous présenter du coup les nouveautés sur notre site de data visualisation et on reparlera certainement aussi de Terristory. Voilà, donc c'est peut-être le moment de conclure. Je vous laisse peut-être conclure, Raphaël, Tina, Sonia, je ne sais pas. Allez, non, non, mais donc voilà, prochain webinaire de l'Orège, donc le 17 octobre. Ben, il me reste à vous remercier pour votre participation et votre assiduité. Félicitations quand même à Sonia et Tina pour le travail réalisé, parce que c'était un gros boulot. Donc voilà, elles peuvent être contentes. On espère que ça a répondu à pas mal de vos attentes. On reste disponible si besoin pour échanger sur ces sujets qui, je pense, intéressent pas mal d'entre vous, on va dire. Voilà. Bah, écoutez, bonne journée à tous et à très bientôt.